Voilà. Alors du coup, peut-être autant commencer directement. Alors moi, l'idée de ce soir, c'était parce que j'étais déjà intervenu dans un séminaire, dans le séminaire de Marie-Christine Laznick. J'ai plus l'année en tête. Je crois que c'était en 2017 ou 2018, donc ça date un petit peu. Alors, je vous corrige tout de suite. Un, c'est le séminaire d'Hervé Bentata et Marie-Christine, de un. De D'accord. deux, à l'époque, c'était avant la Covid. Donc, Hum. on n'avait que 30 personnes, 40, 30, qui étaient ceux qui pouvaient venir. Là, depuis Covid, on est rarement moins de 80. Et donc, tous les autres n'ont jamais entendu ce que vous avez raconté ce soir-là. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je me rappelle plus combien de personnes il y avait, mais c'était il y a assez longtemps et c'était dans donc, ça faisait à peine 2, 3 ans que je travaillais à l'hôpital de jour et donc que je commençais un peu à tâter du numérique dans la clinique de l'autisme. Et j'avais commencé à aborder un petit peu ce que j'avais pu percevoir dans mes premières années de pratique, ce qui m'avait conduit à l'écriture d'un ou deux chapitres d'ouvrage, mais pas plus. Et du coup, alors là, depuis le temps, il y a eu une thèse qui s'est faite, thèse dont je parlerai sûrement pas ce soir parce que j'ai fait une thèse sur la robotique et du coup, ce qui sortait un peu du cadre du numérique. Mais par contre, en parallèle de la thèse, il y a eu plein d'autres choses qui se sont lancées. Donc déjà, des ateliers jeux vidéo que j'ai pu mener pendant plusieurs années, depuis mes débuts au CEREP, 2014. Également des ateliers tablettes et quelques ateliers des dispositifs assez innovants dont je vais parler un petit peu aujourd'hui. Et si j'ai le temps, je verrai peut-être parler d'une recherche qu'on mène actuellement en partenariat avec le Danemark. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de parler un petit peu de ce que les outils numériques nous permettent de faire dans la clinique de l'autisme, en fait, et comment est-ce que les thérapeutes peuvent s'en emparer. Alors déjà, moi, je voulais d'abord faire une toute petite introduction, mais quand même qui me paraît importante, parce que c'est vrai que quand on pense autisme et numérique, il y a une chose qui revient quand même en tête, c'est les messages qu'on entend depuis 2, 3 ans maintenant sur la place que les écrans et la surconsommation d'écrans chez les tout petits peut avoir dans le champ de l'autisme. Alors pour ceux qui sont pas au Olivier, courant, faites attention, ne mettez-vous plus au milieu et mettez pas votre main devant la bouche, parce que pardon. beaucoup d'étrangers ont besoin d'une lecture labiale pour bien comprendre le français. Ça doit vous arriver en anglais aussi. Oui, en effet. Et encore, vous avez de Alors, la chance, vous ne m'entendez vous pas parler cachez anglais. votre bouche. Pour les Alors, étrangers, ça complique la compréhension. donc, du coup, je disais, en effet, il y a 3 ans maintenant à peu près, il y a eu une assez grosse histoire avec une médecin de PMI qui avait fait le buzz avec différentes vidéos en faisant le lien entre autisme et écran, mais d'une manière assez effarante. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout Ça a cas, ça a fait le été… tour du monde. Au Brésil, on parle que de ça. Voilà. Et donc, c'est quand même important que j'en parle un peu, même si ça n'a pas vraiment de lien avec ce que je vais aborder après, parce que on est quand même plusieurs à avoir milité contre ces discours-là, à bien faire comprendre en fait que évidemment, il n'y a pas de lien en fait entre surexposition aux écrans et apparition de troubles autistiques. Truc d'ailleurs assez important, les personnes qui ont utilisé en fait ce type de discours sont d'abord passées par des termes disant que les bébés qui étaient trop devant la télé pouvaient devenir autistes. Après, ils sont revenus sur leur discours en parlant de tableaux qui faisaient penser à l'autisme. Ils ont inventé un terme qu'ils appelaient autisme virtuel, qui apparemment aurait été repris d'un chercheur roumain, mais sauf qu'en fait, quand on a regardé le chercheur roumain les citait eux dans ses études. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que ce type de discours existe encore. Alors, ils sont beaucoup moins médiatisés, mais quand on lit le dernier livre de cette fameuse médecin, le lien en fait qui est sorti il y a 5 mois, le lien en fait entre autisme et écran est encore fait. Et donc, c'est assez important de faire attention à ce type de discours parce que, en fait, tout le monde sait pertinemment que les sujets autistes, les sujets TSA vont avoir un attrait pour les écrans. Il y a plein de raisons qui vont pousser à ça. Mais en fait, ce serait justement faire un peu le chemin inverse que de considérer que c'est parce qu'il y a de l'écran qu'il y a de l'autisme. Et en fait, justement, nous, le message qu'on voulait dire, c'est qu'il est quand même important
de ne pas tomber dans cet écueil-là, qui a provoqué en fait pas mal de problèmes en 2-3 ans. Notamment, on s'est retrouvé avec des enfants qui présentaient en fait un tableau autistique et pour lesquels les parents se sont entendus dire arrêtez la télé et ça ira mieux dans 6 mois. Et donc, du coup, ce qui pouvait provoquer des retards de prise en charge ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, c'est le type de sujet sur lesquels on est plusieurs en fait à se faire entendre, notamment pas mal de monde qui bosse à l'hôpital de jour André Bouloche où je suis, mais également des membres de l'association 36912 ou autres, créée par Serge Tisseron, qui justement, notre objectif un peu, c'est de militer contre ce type de discours facile et anxiogène qui font le lien entre écran et autisme et qui font aussi beaucoup la part belle, on va dire, à la question de l'addiction aux jeux vidéo et l'addiction aux écrans, ce qui est assez problématique. Donc ça, c'était juste un premier point. Pour arriver vraiment sur la question de comment est-ce qu'on peut se servir de ces outils-là dans la clinique. En fait, moi, pour expliquer un petit peu mon cheminement, à la base, du coup, j'étais voilà, parti pour faire juste une école de psycho, enfin une fac de psycho, partir travailler auprès des patients. Moi, j'avais un grand intérêt pour les patients autistes. Et arrivé en fin d'études, je me suis rendu compte que certains professionnels travaillaient sur la question du numérique et des jeux vidéo. Moi-même étant un grand joueur, je me suis dit, on va lier l'utile à l'agréable et on va essayer de trouver une justification théorique pour pouvoir continuer à se faire plaisir. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup travaillé pendant toutes ces années sur comment se servir de ces outils-là et quels intérêts ils peuvent avoir. Quand on regarde un petit peu, en faisant, si on regarde en fait de loin, on peut considérer que dans le champ des nouvelles technologies aujourd'hui, donc les nouvelles technologies qui sont le plus utilisées dans la clinique de l'autisme, c'est particulièrement les écrans, donc écran tactile, console de jeu ou ordinateur ou autre, et les robots. Ces nouvelles technologies-là vont être utilisées avec 3 types d'usages. On peut en faire ce classement-là. Le premier, qui n'est pas forcément celui qui m'intéresse le plus, c'est considérer que les outils technologiques peuvent être thérapeutiques en eux-mêmes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les serious games, par exemple, donc qui sont des jeux sérieux, donc des jeux qui sont créés dans l'objectif de travailler avec tel ou tel ou tel type de clinique. Un exemple assez connu, c'est un jeu qui s'appelle Sparks, par exemple, qui est un jeu qui a été créé pour se prendre en charge la dépression, par exemple. Dans le monde de l'autisme, ces jeux sérieux, on en voit beaucoup. Applications dédiées, par exemple, sur tablette, pour travailler les questions du langage ou autres. Et pour les robots, c'est un petit peu pareil. On se retrouve avec des machines qui vont être créées dans l'objectif en fait, d'être thérapeutiques. Le problème en fait avec cette manière de penser, manière de voir les choses, c'est que l'utilisateur, donc le thérapeute dans ce cas-là, est assez prisonnier finalement de l'application en elle-même. On considère en fait que c'est l'application qui va soigner, que c'est parce qu'on utilise des théories majoritairement basées sur le champ disciplinaire des TCC, qu'il va y avoir une possibilité de prendre en charge le jeune et de l'accompagner dans certains apprentissages. Si vous avez déjà utilisé ce type de serious game, d'ailleurs, un des gros problèmes qu'on peut avoir, les soignants le remarquent, c'est qu'on se sent de plus en plus effacé, un peu comme si on cherchait à faire fi de la subjectivité tant du patient que du soignant. Et du coup, ça met quand même un sacré frein à tout ce qui est question de relations transférentielles. Donc, moi, je me sers très peu de ces applications-là parce que justement, ce n'est pas celle qui m'intéresse. Le deuxième usage qu'on va pouvoir faire des nouvelles technologies, c'est en fait un usage qu'on va faire pour essayer de travailler la question de l'alliance thérapeutique, de la communication entre le thérapeute et l'enfant. Je prends l'exemple, par exemple, dans mon hôpital de jour, avec un jeune qui présente une psychose infantile, qui est un jeune assez difficile d'accès. Enfin, en tout cas, ce n'est pas facile d'être en lien avec lui en individuel, qui peut avoir un côté assez explosif, qui est un jeune qui est très attiré par les écrans. Et du coup, en fait, lui proposer dans son temps de thérapie de passer justement par cette passion qu'il a, le jeu vidéo ou des choses comme ça, pour pouvoir initier une rencontre et initier un dialogue, ça va être justement un point assez intéressant. On peut retrouver aussi dans ce type de prise en charge des petits ateliers un peu éparses qui peuvent avoir un côté rigolo pour les enfants. Ça m'est déjà arrivé d'emmener une console de jeu un samedi d'ouverture, par exemple, pour qu'on fasse des petites sessions de jeux vidéo avec les enfants, mais pas sur un temps vraiment spécifique, mais vraiment sur une activité un peu exceptionnelle qui permet en fait aux enfants de se rencontrer, de jouer ensemble, d'être avec l'autre et tout ça.
Donc ça, c'est un usage qui peut avoir son intérêt, mais qui va avoir quelques petits manques, on va dire, notamment le fait que finalement, l'outil numérique ne va même pas être utilisé à ce moment-là comme objet médiateur à proprement parler, enfin en tout cas en tant que médium, mais il va être juste une sorte de porte d'entrée dans la relation. Et ça, pour ceux qui assistent à notre séminaire Quel âge, sur… s'il te plaît, Oui, Olivier? Hein? C'est oui. des enfants de quel âge finalement? Alors nous, à l'hôpital de jour, on est avec des 4-14 ans. Et je De vais 4 présenter aussi… 14 ans. Ouais, 4-14 ans. Et, et des fois, je vais parler aussi peut-être de jeunes que je suis dans mon cabinet. Et donc, ça va être des jeunes qui sont pareils, entre 4 et 20 ans, du coup. Et du coup, ce que je disais, c'est que oui, en tout cas, ce type d'usage-là peut avoir certains côtés intéressants, mais va avoir quand même pas mal de manques et va être utilisé seulement de manière assez exceptionnelle. Et la troisième manière d'utiliser en fait ces outils technologiques, c'est plutôt en fait vraiment l'utilisation des outils numériques en tant que médium malléable et en tant qu'outil de médiation thérapeutique. Et c'est cette manière-là, moi, qui m'intéresse. Le fait d'utiliser Olivier, un tout petit peu plus doucement quand vous parlez. Pensez que vous avez une vingtaine d'étrangers qui vous écoutent. Pas de souci. Et du coup, cet usage-là, en tant que médium malléable ou outil de médiation thérapeutique, ça va vraiment être le moyen de pouvoir travailler sur la question de comment se servir en fait d'un objet tiers qui va en fait travailler sur différents champs de représentation, sur le plan notamment sensorimoteur, avec la question de tout ce qui va se jouer avec le corps, avec le toucher, et surtout, on va dire, les liens transférentiels qui vont pouvoir être mis en place entre le thérapeute et l'enfant, entre l'enfant et le médium, et entre le thérapeute et le médium. Et en fait, c'est cette utilisation-là qui m'intéresse. Ça veut dire se servir des outils technologiques comme on se servirait de la pâte à modeler, du papier, du crayon ou des jouets. Et donc, du coup, avec ce type d'usage, on va se rendre compte qu'il y a différents types d'outils technologiques qui peuvent exister et tout dépend en fait de ce qu'on veut en faire et comment est-ce qu'on souhaite en fait s'en servir. Et ça, c'est un point qui m'intéresse. Vous verrez, en fait, le but de mon intervention de ce soir, c'est de toute façon d'expliquer qu'un des intérêts dans la clinique de l'autisme, c'est de pouvoir partager de l'étonnement, partager de la surprise et partager du plaisir. Et donc, en fait, pour se servir des outils technologiques dans la clinique de l'autisme, on n'a pas besoin d'être un geek, on n'a pas besoin de savoir jouer aux jeux vidéo, on n'a pas besoin de maîtriser ces outils. On a juste besoin d'avoir une envie de le faire et de s'amuser avec l'enfant, avec l'usage de cette médiation, parce que c'est dans ce partage du plaisir que quelque chose va pouvoir se passer entre l'enfant et le thérapeute. Donc déjà, moi, pour commencer, je voulais vous présenter en fait différents dispositifs. L'idée, c'était de passer par certains cas cliniques, certaines vignettes plus que cas, histoire de ne pas trop m'attarder dessus quand même, mais voilà, de pouvoir un peu présenter tout ça. Donc d'abord, je vais commencer par les jeux vidéo, puisque c'est ce par quoi j'ai commencé. Et aussi, je trouve que bon, c'est un premier pas vers la question du numérique. Et après, on parlera aussi de l'utilisation des tablettes. On verra si j'ai le temps pour la suite. Donc, en fait, l'idée avec les images numériques, c'est vraiment qu'elles vont permettre aux joueurs, donc aux patients ici, d'offrir en fait des capacités de création et d'imagination. Avec un jeu vidéo, par exemple, le patient va pouvoir donner vie à un avatar. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'avatar numérique, c'est ce qui vous représente dans les univers numériques. C'est une figurine de pixels que vous contrôlez et que vous pouvez, dans certains cas, vous pouvez changer son apparence, vous pouvez le déplacer dans le monde, interagir avec des objets avec et tout ça. Et donc, cet avatar-là que vous contrôlez, vous allez pouvoir vous identifier à lui, projeter en lui des parts de vous-même, des choses comme ça. Le but, c'est de mettre en place un cadre approprié et de pouvoir en fait occuper une place de tiers pour pouvoir en fait se servir des outils numériques comme outils qui vont permettre la mise en place d'une relation intersubjective. Et donc, c'est ça le but de cette présentation. Avec les jeux vidéo, on est face à ce que René Roussillon appelle un médium malléable.
donc qui en plus, s'il est utilisé dans un dispositif groupal, il va permettre en fait de faire évoluer la dynamique de groupe et particulièrement en fait auprès des jeunes qu'on peut recevoir en hôpital de jour, donc de jeunes qui vont présenter un autisme ou une dysharmonie, une psychose infantile ou autre. Avec ce médium-là, en fait, les jeunes vont pouvoir entretenir avec leurs avatars numériques différents liens et ils vont pouvoir projeter donc, certains contenus mentaux insupportables et effrayants dans le but de s'en débarrasser et contrôler en fait, cet avatar tout en empruntant son identité. Avec la situation thérapeutique groupale et les quelques interprétations du clinicien, les mises en mots ou les choses comme ça qui vont pouvoir se faire, on peut offrir aux patients joueurs la possibilité de sortir du rapport projectif qu'il a avec l'avatar et de prendre en compte la présence de cette figure de pixel comme objet contenant qui va être différencié. Ce qui permet, en fait, par exemple, de briser un lien symbiotique qui pouvait être marqué par une forte dépendance identificatoire. L'évolution dans le rapport à l'avatar a donc en fait des effets sur l'enveloppe psychique groupale et l'enveloppe psychique individuelle, et ça joue donc un rôle dans l'individuation psychique de chaque membre du groupe. Donc, un des travaux que j'ai le plus fait, un des thèmes principaux dans mon travail de thèse, dans ma recherche, c'est la question de la place de la narrativité dans la clinique de l'autisme. Quand je parle de narrativité, je la vois un peu sous, on va dire, deux acceptations du terme. À la fois la possibilité que va avoir le patient à pouvoir comprendre une histoire, raconter une histoire, mettre en place en fait une sorte de récit, mais à la fois, je parle de la question de la narrativité du thérapeute. Donc, la narrativité du thérapeute qui est en fait notre capacité de mise en mots de certains ressentis que l'enfant peut nous donner à voir ou des choses comme ça. Et en fait, par cette mise en mots, pouvoir accompagner l'enfant en fait dans une sorte de compréhension de ce qui lui arrive, on va dire. Et donc, à l'hôpital de jour André Bouloche, on s'est rendu compte en fait avec les ateliers qu'on a pu mettre en place que beaucoup d'enfants autistes avaient une tendance en fait dans leur jeu à privilégier un type d'interaction que Serge Tisseron appelle les interactions sensorielles et motrices, laissant de côté ce qu'on appelle les interactions narratives. Pour expliquer un petit peu rapidement, pour Serge Tisseron, quand on joue à un jeu vidéo, on a deux types d'interactions possibles. La première interaction, qu'il appelle l'interaction sensorielle et motrice, c'est le fait de jouer à un jeu vidéo en s'intéressant à tout ce qui est visible sur l'écran et en cherchant à réagir directement à ce que l'écran nous donne à voir. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de chercher à activer des émotions de base, la joie, la peur, la colère, peu importe, et de chercher à réagir directement à ce que l'écran nous donne à voir. L'autre interaction, c'est ce qu'on appelle l'interaction narrative. C'est le fait de s'intéresser à l'histoire que le jeu nous propose. Si le jeu n'en propose pas, de s'en créer une, d'en imaginer une. C'est le fait également de faire un pas de côté sur ce que l'image nous montre pour pouvoir élaborer une stratégie ou commencer à avoir un rapport empathique avec son avatar numérique. Normalement, dans un jeu vidéo, tout joueur de jeu vidéo va avoir une intrication entre ces deux types d'interactions, sensorielle et motrice et narrative. Alors, il y a certains jeux qui vont plus stimuler le narratif que d'autres. Ce qu'on appelle par exemple les jeux vidéo narratifs, qui sont un peu comme des films, mais où le joueur contrôle un peu l'avancée et tout ça, donc vont plus privilégier le narratif. D'autres jeux privilégient plus le sensorimoteur, notamment les jeux de combat, les jeux de course, des choses comme ça, où l'histoire est bien présente. Mais quand bien même, normalement, les joueurs de jeux vidéo vont toujours avoir ces deux types d'intrication, enfin cette intrication entre ces deux types d'interactions. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que dans le jeu que vont présenter certains enfants autistes et psychotiques, justement, l'interaction narrative, elle est assez mise à mal. Et elle laisse plutôt, en fait, la place à l'interaction purement sensorielle, donc vraiment où je réagis à l'image, à ce qu'elle me donne à voir, mais je ne cherche pas à voir un peu ce qui se passe derrière. Et donc, l'intérêt, c'est de chercher, en fait, à comprendre en quoi est-ce que la narrativité vidéoludique, donc, en fait, c'est ce que le jeu vidéo va apporter sur le champ de la narrativité, tant dans le script de son récit, en fait, que dans la narrativité dynamique produite par l'interaction du joueur avec le jeu, va pouvoir apporter, en fait, à l'enfant autiste qui sera joueur. Et ça, c'est vraiment un point important. Et cette narrativité, en fait, qui va être dynamique, c'est ce qu'on voit, en fait, dans le sens où, par les actions que vous allez faire évoluer l'histoire à votre manière.
j'en parlerai pas ce soir, mais en ce moment, je travaille beaucoup moi, sur la question du jeu de rôle sur table. Donc, vous savez, les Donjons et Dragons des années 80 et tout. Et là, c'est encore plus intéressant parce que la dynamique narrative, en fait, se fait en co-construction du récit par les joueurs eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve incroyable et dont je me sers là depuis 1 an dans la clinique de l'autisme. Et ça a des résultats vraiment incroyables. Donc, ça, j'en parlerai un de ces quatre peut-être. Donc, en fait, moi, mon but là aujourd'hui, déjà, c'est de montrer en quoi la narration vidéoludique, si elle se combine à l'attention conjointe et à l'interaction ludique, bah, elle permet d'améliorer le rapport de l'enfant autiste à sa temporalité, sa capacité à ordonner une histoire, mais également ses capacités d'empathie. Et donc, l'idée, c'est d'apporter encore un nouvel argument pour justifier de l'intérêt de l'utilisation des jeux vidéo dans la clinique des enfants TSA. Qu'est-ce que je peux… Alors, ce que je vais essayer de sauter pour ne pas me répéter. Alors, dans ma pratique quotidienne en hôpital de jour pour enfants, j'ai mis en place en fait différents ateliers à médiation numérique. Mon atelier jeux vidéo, il peut se décrire de manière assez simple. C'est un atelier que je propose généralement à un groupe d'enfants composé de 4 à 6 enfants. Le dispositif est tout le temps le même. Donc, on a l'ordinateur sur lequel va être lancé le jeu, qui est branché à un projecteur qui projette en fait un grand écran sur un mur devant les enfants. L'idée en fait de passer par le projecteur, c'est déjà de pouvoir plus facilement partager l'image qui va être projetée, parce que justement, c'est beaucoup plus grand qu'un tout petit écran. Ça permet également en fait de travailler sur certains rapports au corps. On a des enfants qui vont par exemple se mettre entre le projecteur et le mur pour faire projeter leur ombre dans le jeu, ou certains qui vont jouer aussi, pareil, à essayer de couvrir l'image pour cacher l'écran, ce qui est beaucoup plus simple avec un projecteur. Les enfants sont assis en fait en ligne, donc comme ça ils sont tous à égale distance de l'écran, et on peut proposer différents jeux, donc soit des jeux qu'on appelle des jeux solo, donc des jeux qui se jouent seuls, donc à une seule manette, soit des jeux multijoueurs. L'idée c'est que si on joue à un jeu solo, donc sur un atelier qui dure à peu près 50 minutes, si on joue à un jeu solo, eh ben, la manette se passe d'enfant en enfant, soit au bout d'un certain temps, s'ils sont 5 pour un atelier de 50 minutes, bah, ça sera à peu près 10 minutes de jeu chacun, soit aussi quand un enfant décide qu'il a suffisamment joué ou alors demande de l'aide à un camarade. Dans le cadre d'un jeu multijoueur, eh ben, ça dépend du jeu qu'on a choisi. Si c'est un jeu qui se joue à 2 par 2, eh ben, les enfants joueront 2 par 2 et passeront la manette au reste du groupe. Ou alors, des fois aussi, je propose des jeux en 4 par 4, notamment pour les groupes de 4, ce qui permet en fait à tout le monde de jouer ensemble au jeu. Et donc, il faut compter voilà, à peu près des groupes qui durent 45 minutes à 1 heure en fonction. Après, généralement, en fonction du niveau de langage des enfants que je vais avoir dans le groupe, je vais généralement prendre un temps en début de groupe pour qu'on fasse ensemble un résumé de ce qui s'est passé les semaines précédentes, essayer de projeter un peu ce qui va arriver à notre avatar, comment l'histoire va avancer dans le cadre de cette séance-là. Et une fois la séance terminée, on fait un petit temps de reprise sur ce qui nous est arrivé, comment on a ressenti les choses et tout ça. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. J'ai l'impression que vous ne différenciez pas dans vos groupes, finalement, les profils cliniques, autistes, psychotiques. Et donc, ma question, c'est de savoir si c'est une volonté délibérée ou bien est-ce qu'un certain type de jeux vidéo peuvent plus aider des enfants qui sont dans l'autisme traditionnel avec un repli ou bien d'autres qui sont plus dans ce qu'on appelait la psychose avec des angoisses de morcellement et des choses comme ça, des angoisses de dévoration, des choses comme ça. Eh ben, c'est une très bonne question et en effet, je ne pense pas le tableau clinique au moment, enfin bien sûr que si, je le pense, mais je veux dire, ça ne va pas être un critère d'entrée ou de sortie dans le groupe. Parce que vu qu'on est dans un hôpital de jour pour enfants, ce sont des enfants qui partagent en fait le quotidien toute la journée. Et du coup, l'intérêt aussi pour moi, c'est de faire en sorte de travailler sur la question de la dynamique groupale et donc sur le faire ensemble. Donc en fait, moi, les seules choses que je vais prendre en compte dans ce type d'atelier, c'est plutôt la capacité que va avoir l'enfant à être capable de maîtriser cet outil. Et encore, ça dépend, parce que j'ai un atelier donc, hors de l'hôpital de jour, mais dans une autre structure où je bosse, qui s'appelle l'UDAP, donc, qui fait partie de l'association de Préau,
où j'ai un enfant qui ne maîtrise pas du tout ces outils, mais c'est intéressant aussi parce que les autres vont avoir ce rôle-là de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'aider dans la maîtrise. Et le fait, voilà, j'essaie quand même généralement de prendre des enfants qui se supportent pour éviter quand même que ça parte en bagarre dès la première séance. Et encore, on a déjà pris le risque de mettre ensemble des enfants qui étaient dans des conflits depuis plusieurs mois. Mais en tout cas, non, l'idée, c'est vraiment, dans ces groupes-là, on peut avoir des autistes type Kanner, on va dire, et des psychoses infantiles assez lourdes. Ce n'est pas ce qui va être forcément, justement, le plus pensé. Par contre, on parlera tout à l'heure des ateliers tablettes. Et eux, les ateliers de tablettes numériques, par contre, vont plus être tournés vers les enfants qui vont présenter en fait un autisme assez sévère et moins vers les enfants psychotiques. Parce que les ateliers de tablettes vont plutôt être utiles pour les enfants qui vont avoir surtout des très grandes difficultés dans la relation à l'autre, mais également des difficultés au niveau de la motricité fine et au niveau du langage. Pour les ateliers jeux vidéo, par contre, pas vraiment. Ça va dépendre. En fait, moi, je vais choisir différents jeux tout au long de l'année. Donc, généralement, l'objectif, c'est quand même de maintenir une certaine continuité. En atelier compte, par exemple, parce que je fais aussi des ateliers compte à côté, moi, j'aime beaucoup la méthode proposée, enfin, le dispositif proposé par Pierre Laforgue, qui raconte, vous savez, le même conte chaque semaine pendant un temps assez long. Et avec les jeux vidéo, je vais faire pareil. Donc, ça veut dire que généralement, quand je propose en fait un jeu vidéo en particulier, on va l'utiliser pendant au moins un trimestre, si ce n'est un an, des fois. Ça va dépendre de ce que le jeu vidéo propose ou des choses comme ça. Donc, maximum, je vais changer une à deux fois de jeu par an. Et donc, en fait, c'est surtout sur cette régularité que je trouve qu'il va y avoir un intérêt pour tous les enfants en fait, qui vont en faire partie. Donc là, je vais vous parler d'une jeune fille qui est partie de l'hôpital de jour depuis pas mal d'années parce que c'est un cas assez, qui n'est pas tout récent, mais qui m'avait beaucoup marqué et donc dont j'avais envie de vous parler ce soir. C'est un cas que Catherine connaît bien puisque de toute façon, je ne vais parler que de patients de Catherine aujourd'hui. Et donc, une petite fille que j'ai appelée Camille, qui avait 10 ans au moment où j'ai écrit cette petite vignette. Donc, Camille, c'était donc une enfant autiste qui était pas beaucoup dans l'interaction avec les autres enfants. Elle pouvait discuter avec les adultes, mais en tout cas, elle était beaucoup dans son monde à elle. Et elle avait un côté très touchant, très marrant, on va dire, où elle s'extasiait sur tout ce qu'il y avait autour d'elle. À chaque fois qu'elle voyait quelque chose, on l'entendait dire « Oh, c'est magnifique !» Donc, je regarde mes collègues dans la pièce qui, je pense, la reconnaissent là, à ce moment-là. Et elle est arrivée en fait dans ce groupe jeux vidéo. Ça faisait 3 ans qu'elle était là à ce moment-là. Elle était avec différents enfants. Donc, il y avait un enfant qui présentait plus une psychose infantile, 2 enfants qui présentaient plutôt une psychose infantile et un troisième qui était plutôt du côté de l'autisme. Au moment où elle est arrivée dans le groupe, on était en train de jouer à un jeu. Donc, elle est arrivée en début d'année, mais c'est un groupe qui était là depuis un an. On jouait à un jeu qui s'appelle Les Sims. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà S'appelle entendu parler. comment? Les Sims. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Les Sims, c'est un jeu très connu de simulation de vie, en fait, où le joueur peut construire une maison, donc un bâtiment en partant de zéro, et créer des petits personnages, généralement une famille, qu'on va devoir faire vivre et évoluer en fait dans leur vie de tous les jours. Donc, on va leur trouver un boulot, on va les amener au travail, mais on va également s'occuper des enfants, on va faire la toilette, toutes ces choses-là. Le jeu Les Sims, c'est un jeu qui est très connu depuis plusieurs années et qui est un jeu que j'utilise assez peu normalement dans cette clinique parce qu'il demande quand même une maîtrise de l'outil numérique assez conséquente. Alors, donc, c'est un jeu qui ne propose pas du tout de récit à proprement parler. Comme je vous dis, vous commencez sur un espace vide. Et Quelqu'un veut bien écrire le nom pour… les Brésiliens demandent qu'on écrive le nom sur la discussion. Hop, je viens de l'écrire. Voilà. Et du coup, donc ce jeu ne propose pas du tout de récit. Mais par contre, il a un intérêt, c'est qu'on va pouvoir, en fait, il nous accompagne dans la construction d'un espace contenant et dans la gestion, en fait, de différents avatars qui vont exprimer diverses émotions en fonction de leur état. En fait, quand les Sims donc les Sims, c'est les personnages du jeu.
les Sims vont avoir plein d'émotions et ils vont avoir un petit pictogramme qui apparaît au-dessus de leur tête en fonction de s'ils sont en colère, s'ils sont contents ou des choses comme ça. Et on doit penser les actions qu'on va mettre en place en fonction de ce qui apparaît. Camille, elle s'intéressait aucunement à ce que pouvaient montrer ces figurines de pixels. Elle regardait plutôt ce qui se passait à l'écran, elle voyait les personnages qui avançaient et elle répétait en boucle « Waouh, c'est magnifique !» de manière assez stéréotypée. Elle ne s'intéressait pas du tout aux jeux des autres enfants du groupe lorsque ce n'était pas son tour de jeu et elle n'interagissait avec personne dans le groupe, ni les enfants, ni les adultes. Elle, son truc, c'était, au moment où c'était son tour de jeu, de déplacer un personnage dans tous les sens, observant les paysages qui étaient visibles sur l'écran. La majeure partie de son jeu consistait à faire avancer son avatar contre un mur et en boucle, ce qui agaçait pas mal les autres enfants du groupe, qui eux voyaient qu'en fait rien n'avançait. Et moi, du coup, j'étais là, assis à côté d'elle, et j'essayais de mettre du sens un peu à ce qu'on voyait sur l'écran. Et en fait, Camille, elle persistait en fait à ne pas s'intéresser à ce que les avatars donnaient à voir, parce que voilà, il y a des avatars qui montraient qu'ils étaient tristes, en colère ou autre, mais alors elle, rien à faire, ce n'était pas son intérêt. Au bout de quelques séances, j'ai proposé de changer de jeu. Et je suis passé sur un jeu que je trouve très beau. Donc, j'écris aussi le titre du jeu dans le chat. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Okami. Donc, c'est un jeu vidéo qui est assez vieux, qui date de la PlayStation 2. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant déjà. Et donc, ce qui pour un jeu vidéo est vieux. Et du coup, c'est un jeu vidéo dans lequel on incarne donc ça se passe dans le folklore japonais. Et on incarne en fait un loup qui va devoir, on va dire, sauver le monde, pour le simplifier. Et en fait, c'est un jeu dans lequel le récit a une place très, très importante. En fait, notre loup, notre avatar, va devoir réaliser plusieurs quêtes afin de changer tout le monde dans lequel il vit. Il y a beaucoup de scènes qu'on appelle des scènes cinématiques. Dans un jeu vidéo, une scène cinématique, c'est une scène où, comme un film, donc en fait, on n'interagit pas en tant que joueur, on regarde juste ce qui se passe. Et en fait, ça, c'est vraiment le moyen qui existe dans les jeux vidéo pour faire avancer la narration de la manière la plus simple possible. Les dialogues de ce jeu, ils se présentent sous forme écrite, ce qui n'est pas très courant d'habitude, c'est avec des voix, c'est parlé. Et donc là, vu que c'est sous forme écrite, moi, je m'occupais de lire les dialogues, donc en le faisant vraiment de manière assez théâtrale. L'objectif, c'est de le faire un peu comme un jeu de rôle. Donc, on change de voix en fonction de quel personnage on incarne et tout ça. Et en fait, ça faisait que du coup, moi, en tant que thérapeute, j'avais également une autre place à ce moment-là. J'étais narrateur du récit numérique. Parce que c'est moi qui faisais avancer l'histoire. Enfin, l'histoire avançait, mais moi, je racontais ce qui se passait. Et les enfants, en fait, ne sachant pas lire, ceux du groupe, ils écoutaient en fait mon histoire que je racontais, tout en regardant en fait les images qui avançaient. Camille, elle prenait de plus en plus de plaisir à jouer. Et au bout de quelques séances, elle comprit en fait l'importance que les dialogues pouvaient avoir dans le jeu, puisque en fait, c'est les dialogues qui vont conduire le joueur vers l'objectif à atteindre. Je prends un exemple tout bête. Vous discutez avec un petit personnage, donc ce qu'on appelle un PNJ, un personnage non joueur dans le jeu vidéo, qui va vous dire « Ouh là là, dis donc, c'est très inquiétant ce qui se passe ici. Tu as vu à 2 km d'ici, quand tu passes derrière le rocher, il y a une espèce de gros monstre qui est apparu. » Pour les joueurs de Camille, ça n'arrive pas, mais j'invente une histoire. Et en fait, ça oblige du coup le joueur à retenir l'information, à écouter. Tiens, il va falloir que je me déplace à tel endroit pour voir ce qui se passe. Camille, elle apprend très vite aussi à regarder la carte du jeu. Donc le jeu en fait a une carte, comme un plan de route en fait, qui nous permet de nous déplacer. Et elle commence à s'intéresser à ça pour pouvoir se déplacer dans la bonne direction pour faire avancer l'histoire. Au bout de quelques semaines, elle commence à montrer de l'intérêt pour le jeu des autres enfants du groupe, s'intéressant à leurs actions et aux réactions qu'ils vont avoir face à ce qui arrive à l'avatar, notamment parce que, vu qu'ils contrôlent le même avatar, ce que les enfants vont faire dans le groupe font avancer l'histoire de l'avatar qu'elle contrôle quand elle-même elle joue. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez important parce que pour suivre le récit, il faut regarder comment les autres jouent. Les choses évoluent comme ça. Et après quelques mois, on est passé à un autre jeu encore, donc là, c'était le troisième et dernier jeu, un jeu qui s'appelle, alors pareil, je vais le noter, désolé pour l'accent, mais Kingdom Hearts 2. Donc, voilà, il faut noter parce que là… Ouais. Voilà.
Et donc, c'est un jeu vidéo Kingdom que je Hearts. trouve très sympa, qui mélange en fait l'univers d'un jeu vidéo très connu qui s'appelle Final Fantasy et l'univers des Walt Disney. Donc, en fait, vous avez des personnages type manga japonais qui sont là et qui se battent dans le monde. Et à côté, vous avez Mickey, Donald, Dingo, Pluto ou autre. Et c'est une histoire très intéressante, très fantastique et tout ça. Et donc, du coup, qui est très importante. C'est un jeu qui va mettre encore plus la part belle aux scènes cinématiques, donc au récit. Et cette fois, en fait, qui va passer à la fois de dialogue écrit et à la fois au dialogue oraux avec justement des personnages qui parlent vraiment. Euh, L'histoire est quand même très complexe, mais elle est suffisamment bien amenée pour que les enfants puissent la comprendre. Surtout si le thérapeute est à côté pour pouvoir expliquer ce qui est trop compliqué à comprendre. Camille, elle a pris beaucoup de plaisir à jouer et à nommer les différents personnages présents à l'écran. D'abord dans les scènes cinématiques, où elle disait leur nom à chaque fois qu'elle les voyait, puis également au cours de la partie. Elle s'amuse ensuite à commenter elle-même les actions effectuées par les avatars et les émotions que les derniers peuvent ressentir en faisant des liens avec ses propres émotions. Quand par exemple un avatar arrive devant une scène assez impressionnante, elle peut dire « il a peur », puis ensuite « ça fait peur », et puis ensuite « ça me fait peur ». Donc ça, ce qui était très intéressant. Et petit à petit, on le voyait qu'elle commençait à lire elle-même en fait les dialogues des personnages, montrant qu'elle en était capable en fait, et devenant à son tour narrateur du groupe. Et donc, elle commençait petit à petit elle-même à être porteuse de l'histoire et à pas seulement en fait me laisser cette place à moi. Elle a pris un grand plaisir ensuite à donner les indications aux autres enfants du groupe afin de les guider vers l'objectif. Donc, va par là, à gauche, et elle s'extasiait avec eux lorsqu'un combat était réussi. Elle pouvait applaudir, elle pouvait sauter sur place, que ce soit elle ou un autre joueur qui contrôle l'avatar. Elle pouvait même interagir avec les autres enfants du groupe. Par exemple, lorsqu'un d'entre eux essayait d'effectuer une action et échouait, eh ben, elle pouvait lui poser la main sur l'épaule et dire « c'est pas grave, ça va aller ». Et en fait, à partir de ce moment-là, elle était capable de faire ses propres choix dans le jeu, se diriger vers des lieux qui lui paraissaient plus propices à la résolution de sa quête numérique, sans forcément chercher en fait à suivre les conseils du thérapeute, ce qui était très intéressant aussi. Donc, ce qui veut dire que des fois, des enfants me demandaient conseil et je disais, je pense que ça irait plus vite d'aller à gauche. Et puis, ils allaient quand même à droite, me montrant en fait que j'avais tort et qu'en effet, c'était plus rapide par la droite. Et elle se montrait aussi capable de suivre la trame narrative du jeu, ce qu'elle n'arrivait pas du tout à faire en fait à son arrivée dans le groupe. Et donc là, en fait, avec ce can de Camille, cette vignette que j'ai présentée rapidement, on voit que la médiation numérique peut s'avérer utile pour les enfants autistes dans leur rapport à la narration. Parce que dans un jeu vidéo, il y a toujours, comme je le dis, une interaction narrative. Si le jeu ne propose pas d'histoire, on peut s'en inventer une. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très important parce que le récit du jeu vidéo plus les commentaires que le thérapeute fera vont permettre en fait à l'enfant de commencer à réussir à mettre de plus en plus de sens sur les images en fait qu'il verra à l'écran. Et en fait, ça, c'est un point qui est important, c'est de comprendre que, en effet, le but, c'est d'essayer d'accompagner l'enfant dans le fait de découvrir une histoire, mais qui va avoir un côté ludique, puisque, en fait, l'histoire, on n'est pas seulement passif en spectateur, mais qu'on y est acteur et qu'en fait, on incarne un personnage qui fait avancer l'histoire. Et ça, c'est très important aussi. Et donc, en fait, on va pouvoir, avec les enfants, faire en sorte de passer d'une interaction majoritairement centrée à la base sur l'aspect sensorimoteur pour petit à petit en fait étayer tout ça sur une interaction de type narrative pour pouvoir transformer les images en un récit cohérent, inscrit dans une temporalité propre et composé de différents personnages dont les émotions peuvent être perçues et comprises. Et donc c'est pour ça que généralement on va conseiller l'enfant de nommer les émotions qu'il éprouve, de nommer aussi les émotions éprouvées par les avatars et tout ça, pour pouvoir justement travailler sur les capacités d'empathie, la nomination des intentions des différents personnages et tout ça. Et donc, avec Camille, on était vraiment sur une évolution intéressante qui est passée en fait par 3 temps, 3 jeux qui engageaient chacun le récit et la narration d'une manière différente. Avec le premier jeu, les Sims, on n'avait pas de trame scénaristique préconçue. Mais par contre, on a pu commencer en fait à accompagner Camille dans la découverte de l'image, du contrôle du médium et le fait d'être capable de pouvoir entendre ce que le thérapeute va pouvoir raconter de ce qui se passe à l'écran. Avec le deuxième jeu, elle a pu commencer à s'intéresser petit à petit au récit que le jeu proposait
en fait, en s'appuyant également sur le fait que le récit était porté, alors certes par le jeu, mais beaucoup par le thérapeute qui s'en faisait le narrateur. Donc, ce qui permet petit à petit de prendre du recul sur la manière de jouer, d'interagir avec un avatar, tout en laissant un peu de côté les formes d'interaction sensorimotrice. Et enfin, avec le troisième jeu, dans lequel le récit est encore plus important, eh ben, Camille, elle a pu à la fois montrer une compréhension de l'histoire, donc cherchant à se déplacer aux bons endroits et tout ça, mais également en fait se faire elle-même narrateur de l'histoire pour les autres enfants du groupe. Et ça, c'est quelque chose en fait de très important puisque ça lui a permis de travailler aussi sur encore plus la question des émotions qui pouvaient être représentées dans le jeu. Pour un autre exemple, j'ai un jeune que je suis en libéral depuis pas mal d'années maintenant, qui joue beaucoup aux jeux vidéo et qui va chercher pareil, quelque chose de très sensorimoteur dans son jeu. Alors lui, il va jouer à des jeux d'horreur extrêmement effrayants. Donc un jeu, alors pareil, je vais vous le noter, qui s'appelle, vous en avez peut-être entendu parler si vous travaillez avec les jeunes, c'est Five Nights at Freddy's. Alors c'est un jeu qui fait très peur. C'est un jeu qui raconte, enfin, vous contrôlez comment dire, un gardien de nuit dans une pizzeria. Et en fait, dans la pizzeria, il y a des robots animatroniques en forme de peluche qui veulent vous tuer. Et vous devez fermer les portes pour éviter qu'ils arrivent vers vous. Et en fait, si vous ne le faites pas assez bien, vous avez d'un coup en fait, cette bestiole qui arrive sur l'écran en fonçant dessus et en hurlant. Et, et moi, je ne connaissais pas ce jeu, il me l'a fait découvrir. Et alors, j'ai fait des bonds de plusieurs centimètres à chaque fois qu'il me faisait jouer à ce jeu. Mais le jeu n'a aucune histoire. C'est un jeu qui est là juste pour vraiment faire rejouer des émotions extrêmement fortes aux joueurs. Et du coup, c'était un jeu qui était très accroché à ce jeu, notamment pour ces émotions fortes qu'il ressentait. Et petit à petit, on a réussi en fait à inventer une histoire, à imaginer en fait, mais voilà, qu'est-ce qu'on faisait là, pourquoi est-ce que les bonhommes nous fonçaient dessus en criant, et petit à petit commencer à mettre en place justement cette narration pour laisser un peu de côté le côté entièrement sensorimoteur et pour arriver en fait sur une mise en sens autre. Et aujourd'hui, avec ce jeune, bah, maintenant, on a pu, parce qu'après, au bout d'un moment, on a réussi à s'ouvrir à d'autres types de jeux vidéo plus narratifs. Et aujourd'hui, on ne se sert même plus des outils numériques parce qu'il n'y a plus besoin. Maintenant, il vient et on arrive à discuter sans même utiliser de médiation lui-même. Avec là, je vous ai montré juste un petit exemple pour vous expliquer un peu voilà, qu'est-ce qui était, selon moi, quel pouvait être un des intérêts de l'outil jeu vidéo lorsqu'il est utilisé en tant qu'outil de médiation thérapeutique juste pour le jeu en lui-même. Il y a différents cas que j'aurais pu présenter. J'avais hésité, j'en avais un sur aussi le côté dynamique de groupe. Il y en avait un sur la question d'expression des symptômes de toute puissance dans certains cas de psychose, certains sur la question de la mise en sens. Il fallait que j'en sélectionne un, j'ai décidé de prendre celui de Camille. L'idée, c'est aussi de vous montrer un peu que avec ces outils numériques, on peut faire autre chose que seulement faire jouer en fait au jeu. Il y a quelques années, j'ai mis en place dans l'hôpital de jour un autre type d'atelier en lien avec les jeux vidéo, mais c'était un atelier cette fois de création de jeux vidéo. Le but, en fait, c'était d'accompagner les jeunes dans le fait de programmer leur propre jeu avec moi. Et je passais pour ça par un petit logiciel qui coûte 80 € à peu près et qui s'appelle RPG Maker. C'est un logiciel assez complexe, hein, par contre, si vous voulez vous en servir, vous allez devoir bosser un petit peu. Moi, j'ai passé pas mal de temps dans mes vacances là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment en fait de proposer aux enfants un temps d'élaboration collective. En fait, j'avais sélectionné des jeunes qui étaient intéressés par les jeux vidéo, parce que du coup, on est quand même sur quelque chose de très vidéoludique, mais également qui avaient des capacités de verbalisation pour pouvoir justement créer ensemble, faire une création collective. Et en fait, du coup, l'idée, c'était de créer à la fois des décors d'un jeu, donc, l'apparence des avatars, savoir mettre à tel ou tel endroit différents décors, et également en fait programmer des événements qui font avancer le récit. Parce que ce qui est compliqué quand on crée un jeu vidéo, c'est que contrairement à un atelier écriture où l'idée voilà, c'est d'écrire un récit cohérent avec une histoire voilà, qui se déroule, qui commence à un début et qui continue, avec le jeu vidéo, ça nous demande d'abord d'écrire cette histoire pour savoir un peu qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va faire jouer à l'autre, mais également de réfléchir à comment on va le raconter, puisque l'objectif, c'est forcément de faire aussi avancer le joueur dans la découverte petit à petit de cette histoire. Et donc, le but aussi, c'était de travailler sur, encore une fois, cette question des émotions.
avec les avatars, eh ben, on avait différentes figures pour les avatars. Et l'objectif aussi, c'était en fonction de ce que l'avatar disait, eh ben, on faisait changer son visage avec des différentes formes de bouche, la question des yeux aussi, pour faire apparaître un peu l'émotion et la mettre en lien avec ce qui était dit. L'idée, c'était vraiment en fait de mélanger à la fois la thérapie numérique avec le jeu vidéo, mais également la question de l'écriture, même si là, ça passe par un langage de programmation, un peu comme un atelier journal finalement. Les jeunes qui composaient le groupe n'avaient pas les capacités et les connaissances nécessaires pour programmer un tel logiciel. Et donc, en fait, ils effectuaient tout ça par l'échange oral et la discussion. Et moi, en fait, je programmais en direct devant eux, en m'appuyant sur les propositions de chacun, après que tout ait été débattu en groupe. Et à chaque fin de séance, moi, j'avais une semaine pour finaliser en fait tout ce qu'on avait imaginé pour pouvoir en fait leur montrer le projet, enfin ce qui avait avancé à la semaine suivante. Et alors, pour la petite histoire, à la fin de l'année, on a réussi quand même à finir le jeu vidéo. Alors, bon, ça m'a pris toutes mes vacances. J'ai bossé une trentaine d'heures dessus pour pouvoir le finir. Mais en tout cas, les jeunes sont tous repartis avec un CD, avec leur jeu qu'ils avaient créé, et qui était un jeu qui durait quand même 1 heure et demie, ce qui est assez énorme quand même. C'est pour créer un jeu d'1 heure et demie, ça nous a pris 2 ans. Mais avec toute une histoire pertinente et très bien ficelée. Et donc, en fait, là-dedans, en tant que psychologue, finalement, on est garant du groupe, mais on est également programmeur et créateur. Donc, en fait, le rôle du thérapeute, c'est vraiment de s'appuyer sur l'espace de discussion qui est créé et partagé par les différents membres du groupe. Et en fait, le cadre lui-même va être un espace potentiel qui permet au matériel psychique de chacun d'être plus ou moins transformé dans le cadre des échanges et de la relation. Et donc, avec cet atelier, on a pu se dire finalement que les outils numériques, et particulièrement vidéoludiques, ont vraiment un intérêt dans le cadre de création groupale. Donc, ça permet d'améliorer la dynamique de groupe et les relations entre tous, mais aussi les capacités narratives de chaque jeune présent du fait de l'objectif du groupe qui est ici de créer à partir d'une feuille blanche, on pourrait dire d'un écran blanc, une histoire interactive cohérente pour eux, pour le thérapeute qui programme et pour les éventuels joueurs témoins qui seraient invités à tester le jeu une fois cet atelier terminé. Et en fait, du coup, l'objectif, c'était vraiment de comprendre que avec cet outil-là, cet outil vidéoludique, eh ben, nous, notre envie en tant que thérapeute, c'est de vraiment se servir d'une médiation qui plaît aux jeunes, qui les attire, parce qu'il y a ce côté-là des écrans qu'ils apprécient, qui peut les rassurer ou autre, et parce qu'ils pratiquent ça à la maison aussi, pour essayer de proposer finalement une activité assez originale, assez innovante, mais qui va en fait chercher toujours à travailler sur le lien qu'il va y avoir entre les différents jeunes du groupe, entre le thérapeute et les jeunes et tout ça. L'objectif, en fait, c'est de se dire que l'objet numérique, l'outil numérique n'est finalement qu'un objet de médiation. Et ce qui compte, en fait, c'est ce qu'on fait tous ensemble, en fait, finalement, avec. Alors, un truc dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui fait partie aussi des petites histoires rigolotes qu'on a eues. Parce que, en fait, moi, mon credo, on va dire un petit peu avec le numérique, c'est toujours jouer, créer, innover. C'est ce que peuvent faire les thérapeutes, en fait, avec ces outils numériques. Et comme je disais, oui, jouer, c'est important parce qu'il faut qu'on s'amuse. Il y a besoin de ce plaisir partagé pour pouvoir faire quelque chose dans le travail avec l'enfant autiste. Créer, comme vous voyez, on peut soi-même créer une histoire, créer un jeu ou autre, et innover, voilà, amusez-vous un petit peu et sortez un peu de l'ordinaire. Il y a 2 ans, on a eu le fameux confinement, fermeture de l'hôpital de jour, et on avait fait aussi une création assez rigolote, dont je ne parlerai pas trop aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais avec 3 collègues, on était nous-mêmes confinés, donc voilà, il fallait qu'on trouve un moyen de s'occuper un petit peu. Et en fait, on se dit, voilà, jouons un peu aux jeux vidéo entre nous, parce qu'on était tous joueurs. Et on s'est mis à un jeu qui s'appelle Minecraft. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu très… j'écris le nom encore. Hop, Minecraft. Et donc, qui est un jeu très apprécié des jeunes. C'est une sorte de Lego numérique. Et sur ce jeu, en fait, on s'est dit, tiens, et si on recréait notre institution? Et donc, on a passé une cinquantaine d'heures à 4 à recréer pièce par pièce notre hôpital de jour sur Minecraft. Et l'idée, en fait, c'était de proposer aux jeunes de l'institution de jouer en distanciel sur Minecraft parce qu'eux-mêmes étaient
enfermés chez eux pendant le confinement. Et du coup, en fait, ils ont pu accéder à l'hôpital de jour en distanciel, en virtuel, à travers en fait l'outil numérique lui-même. Et du coup, on a relancé en fait un atelier comme ça, Groupal, à distance, via un hôpital de jour reconstruit, ce qui était donc quelque chose d'assez incroyable. Alors, je vois un peu des questions ici. Donc, d'apporter des images de jeu en capture d'écran. Les patients utilisent cela pour expliquer. En fait, donc, ouais, bah alors, si vous voulez, oui, je pourrais vous montrer tout à l'heure des captures d'écran des jeux pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et du coup, maintenant que j'ai pu raconter un petit peu voilà, l'intérêt que peuvent avoir les jeux vidéo particulièrement, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse un petit peu à la question des tablettes numériques. Pourquoi? Parce que les tablettes numériques, elles vont avoir un côté intéressant pour les jeunes qui ne vont pas avoir les capacités de faire ces ateliers jeux vidéo, tant pour des capacités de compréhension que de contrôle, on va dire, au niveau de la motricité fine ou autre. Et du coup, avec les tablettes tactiles, on va pouvoir aussi se servir en fait de cette médiation numérique pour pouvoir, pareil, créer du lien finalement avec les enfants. Donc, pour expliquer un petit peu, histoire d'introduire un peu ce côté-là des tablettes, j'essaie de regarder. Hop. Aujourd'hui, on le voit, hein, comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus d'applications sur tablette qui vont être créées en tant que serious game, soi-disant, en fait, pour être des technologies dites compensatoires, c'est le terme qu'ils utilisent, pour accompagner les jeunes dans différentes activités quotidiennes ou relationnelles. On a beaucoup d'applications spécifiques sur la communication alternative, donc par exemple pour les pictogrammes numériques ou autres. Mais on a aussi des outils qui permettent de planifier les activités de l'enfant, donc comme les calendriers électroniques, des applications d'emploi du temps, etc. Alors ça, c'est des applications donc, qui vont être utilisées, où je le disais tout à l'heure, en fait, ce n'est pas du tout des médiations thérapeutiques, c'est vraiment l'usage de l'outil numérique comme soi-disant un dispositif qui pourrait être thérapeutique en soi et qui peut avoir un côté intéressant dans certains cas, mais en tout cas, dans un usage thérapeutique et peut être assez freinant, au contraire, je trouve. En fait, le but, c'est de proposer aux professionnels divers programmes qui pourraient faciliter la relation avec l'enfant autiste. Mais personnellement, moi, j'ai toujours trouvé que le fait de servir de ces applications, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué parce que ça ne nous permet pas finalement d'utiliser notre propre créativité et notre propre désir en fait en tant que soignant dans la relation transférentielle, et ce qui justement en fait me pose assez de problèmes. Et donc moi je milite beaucoup pour l'usage des tablettes tactiles, mais un usage bien plus libre que ce qu'on peut voir en fait dans beaucoup d'institutions où justement en fait les enfants sont juste cantonnés à deux, trois applications qui vont proposer un programme Teach, un programme PEX ou des choses comme ça. L'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir en fait, se dire, voilà, laisser une plus grande liberté à l'enfant dans l'utilisation de cet outil va permettre pareil, de travailler en fait, sur le lien intersubjectif qu'il pourra mettre en place en fait, avec le thérapeute. Alors, à l'hôpital de jour, quand je mettais en place, parce que là, j'en mets plus en ce moment, des ateliers tablettes numériques, le dispositif était assez simple, hein, c'était soit de l'individuel, soit du groupe. Mais si on était en groupe, c'était en 1 pour 1, un adulte pour un enfant. Enfin, quand je pouvais. Des fois, c'était un peu moins, mais on essayait de faire le plus en sorte comme ça. L'idée, c'était que chaque personne présente dans la pièce, enfant comme adulte, ait sa propre tablette. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le but, c'était de faire en sorte de partager le plus possible l'écran et donc de partager aussi une expérience commune. Mais pour les enfants pour lesquels ça pouvait être trop compliqué au début de créer du lien, en fait, le thérapeute pouvait aussi avoir sa propre tablette, ce qui permettait, par exemple, de travailler sur certains trucs d'imitation ou autres. Et en fait, sur chaque tablette, j'installais plein de logiciels différents. Aussi bien deux applications de base pour donc de caméra, d'enregistreur de son, qui permettaient à la fois de capter une information, mais également de la modifier. Deux applications éducatives ou pédagogiques au cas où. Des applications aussi qui étaient plus ludiques, donc des jeux vidéo, des choses que vous pouvez installer sur le téléphone portable pour jouer dans le métro,
des applications qui permettaient plutôt de prendre soin d'un avatar ou des applications créatives qui permettaient voilà, de créer des animations, de dessiner, de faire des puzzles, des choses comme ça. Et donc, en fait, le but de ces ateliers, pour moi, c'était vraiment qu'il y ait une liberté d'action laissée à l'enfant tout au long de la séance. Le patient était libre de choisir l'application qui l'intéressait le plus, bon, dans la limite de ce qui avait été installé au préalable, mais également demander au thérapeute de l'aide ou des conseils s'il se trouvait en difficulté. J'avais aussi, dans certains cas, un accès à Internet pour certains enfants qui voulaient, par exemple, voir des vidéos ou écouter de la musique. S'il y avait plusieurs enfants dans la pièce, hein, ce n'était pas de l'individuel, il y avait une seule règle dans le groupe, c'est que bah, voilà, tout le monde partage le même espace. Et donc, le but, c'est que le son d'une tablette ne couvre pas celui des autres. Donc, il fallait respecter au moins ce temps-là. Et après, bon, je ne parlerai pas des autres types d'ateliers qu'on peut mettre en place, mais enfin, il y a plein de choses qui peuvent être pensées. Et si ça vous intéresse, Benoît Virol a beaucoup écrit là-dessus et c'est très, très intéressant. Qui a Alors, écrit? Benoît Virol. D'accord. Le nom aussi pour les autres. Ouais. Voilà. Donc, Benoît Virol qui a beaucoup écrit sur autisme et tablettes numériques. Et donc là, je vais vous présenter le cas d'un autre jeune qui, pour moi, a été passionnant dans une prise en charge en tablette numérique. Donc, un jeune que Catherine apprécie beaucoup, que j'ai appelé Chang. Donc, je pense que tu vois de qui je parle. Donc, Chang, c'était un enfant autiste qui avait 9 ans lorsque j'ai écrit ce petit cas. Et donc, il est arrivé à l'hôpital de jour à 6 ans et demi. C'était un jeune qui produisait, qui avait pas, en fait, qui communiquait pas du tout par le langage. Il avait quelques écholalies dans sa langue maternelle. Il était d'origine chinoise, je crois, si ma mémoire est bonne. Et en tout cas, il n'y avait pas de communication adressée, aussi bien envers les adultes qu'envers les enfants. Il avait un visage très peu expressif et il avait un isolement relationnel persistant. Donc, personne ne semblait l'intéresser et il passait en fait la majeure partie de sa journée tout seul dans son coin et passait beaucoup de temps devant les écrans qu'il y avait à l'hôpital de jour, d'ailleurs avec lesquels il montrait une grande aisance dans l'usage en fait. C'était un jeune qui n'était même pas capable de manger à table avec les autres, hein. Il avait son propre repas dans son petit coin et tout ça. Il se tenait beaucoup à quatre pattes au sol et il pouvait montrer pas mal de comportements auto- et hétéro-agressifs et même des fois plus hétéro-agressifs que auto-agressifs. Donc c'était un jeune avec lequel il était très très difficile d'entrer en contact et qui pouvait faire un peu peur à certains soignants quand même, hein. On n'avait vraiment pas trop envie des fois de l'approcher. Sur le plan un peu, on va dire, présentation du cas, et, donc il avait un ADIR qui montrait un trouble autistique prédominant très nettement dans le domaine des interactions. Il avait une CARS qu'il avait placée dans la catégorie autisme sévère avec un score de 42,5 et il avait passé une VABS qui nous indiquait des âges développementaux de 13 mois en communication, 51 mois en motricité, 11 mois en socialisation et 36 mois en autonomie. Il avait une tolérance à la frustration qui était assez nulle, on va dire, et qui en fait faisait que Chang il extériorisait son opposition dans la plupart des cas par une posture recroquevillée, un peu comme un crapaud, des sons de bouche fermés et des mouvements hétéro ou auto-agressifs, beaucoup de griffures et beaucoup de morsures. Grande difficulté. Je crois que c'est celui que je vous ai envoyé, Catherine. Ah, bah c'est ça, apparemment, du coup. Bon, bah voilà, bah, vous allez le reconnaître, du coup. Oui, c'est ça. C'est lui. Donc, il est parti maintenant. Ça fait, je ne sais pas, 4-5 ans qu'il est parti parce qu'il il avait atteint l'âge nécessaire. Et il avait aussi donc très grande difficulté au changement et à l'imprévu. Et du coup, ce qu'on remarquait, en fait, c'est qu'il passait l'essentiel de son temps sur l'ordinateur de l'unité éducative. Et donc, du coup, Catherine m'a demandé à un moment si je ne pouvais pas le prendre en médiation thérapeutique avec les tablettes, me disant du coup que voilà, il était très sur les écrans et que ça pourrait peut-être être un moyen en fait, de créer un lien en fait, avec lui via l'usage de cet objet technologique. Et ça, c'est un truc, un petit aparté, mais que je trouve vraiment très, très important à prendre en compte. Quand on a des jeunes TSA qui sont très accrochés aux écrans, vouloir leur interdire les écrans, ce n'est pas forcément tout le temps la meilleure solution, je trouve.
On a un jeune actuellement dans mon autre institution qui, pareil, est beaucoup sur les écrans et qui, en fait, les écrans vont cristalliser un conflit parent-enfant assez fort. Et c'est un jeune qui n'a pas la parole, qui communique très peu, qui est en fauteuil roulant. Et en fait, sa psychologue, là, lui a proposé un truc assez intéressant, vu qu'il est beaucoup sur la tablette. Et ben, elle lui a proposé de se créer une adresse mail avec laquelle il peut écrire à ses différents soignants, donc thérapeutes, éducateurs ou autres. Et depuis 2 semaines, on reçoit des mails, alors pas beaucoup, mais quand même un petit bonjour de temps en temps ou des choses comme ça, qui permet en fait de créer un dialogue assez intéressant. Quand Chang est venu en atelier de tablette numérique, là, il a montré quand même un intérêt du coup. C'était vraiment un des rares ateliers où on pouvait l'amener sans souci. C'était très compliqué de l'emmener dans les autres ateliers, mais alors là, pas de souci. Lui, il savait qu'il avait atelier avec moi, il venait. Ce qui l'intéressait, lui, au début, c'était la fonction caméra des tablettes. Et donc, en fait, à chaque début de séance, il lançait la vidéo et il se filmait en train de tomber en sol, en train d'ouvrir violemment la porte, de tourner très rapidement sur lui-même, ou des fois aussi, il filmait, il lançait la caméra et il faisait tomber la tablette. Et en fait, peu importe ce qu'il filmait, après, en fait, il regardait au ralenti la vidéo et il la supprimait avant de répéter en boucle le même processus. Donc, je ne vais pas parler de l'intérêt de regarder des vidéos au ralenti. Bruno Guepner le fait très bien, notamment avec tout ce qu'il a écrit autour du logiciel Logiral et tout ça. Mais en tout cas, on sait que c'est très important pour les enfants autistes de chercher à regarder en fait des fois justement des vidéos au ralenti, ce qui leur permet. Le nom, Bruno Guepner. Allez, Bruno Guepner, et qui a créé le logiciel Logiral. Pour ceux qui sont intéressés, qui est un logiciel gratuit et open source, donc que vous pouvez tous télécharger. Et donc, en fait, il regardait la vidéo au ralenti, puis il l'a supprimée avant de répéter en boucle le même processus. Alors moi, l'idée, en fait, ici, j'avais un peu l'hypothèse que Chang, il essayait de rejouer, en fait, de cette manière, différentes angoisses archaïques, la chute, tous ces trucs-là, qui pouvaient ensuite, en fait, par le biais de la vidéo filmée, observer en boucle et contrôler un petit peu en mettant au ralenti, en revenant en arrière, ce qui permettait d'organiser entre elles certaines de ces expériences sensorielles. Mais également, pareil, on peut avoir d'autres hypothèses sur le fait, par exemple, qu'il rejouait des séquences de comportements stéréotypés, qu'il les regardait en boucle dans le but de mentaliser l'action effectuée en se voyant la réaliser dans l'écran avant de l'initier à nouveau. Ce qui pouvait arriver aussi, c'est que Chang utilise 2 tablettes différentes, l'une en face de l'autre. La première présentant une application avec laquelle il interagissait et la seconde filmant l'entièreté de la scène comme prolongement de son regard. Donc là, moi, je vais rapporter une séance qui m'a particulièrement marqué, séance qui précédait la pause des vacances de printemps. Et donc, on était seuls, lui et moi, dans cet atelier. Chang, il commence sa séance, comme lors des 2 séances précédentes, par filmer la porte fermée derrière laquelle il se tient. Il frappe violemment la porte à plusieurs reprises et il l'ouvre d'un grand coup sec. Puis ensuite, il regarde la vidéo qui a été filmée, il l'efface, il recommence. Je lui demande si je peux, pour une fois, être avec lui dans la vidéo. Il refuse, il me pousse. Donc, comme il le fait à son habitude. Après quelques répétitions de cette même scène d'ouverture de porte, je suis obligé de lui demander d'arrêter parce que mes collègues éducateurs viennent me gronder parce que ça fait un peu trop de bruit et que tout le monde n'entend que ça. Et donc, j'explique à Chang qu'on va devoir laisser la porte de côté pour aujourd'hui. Je ferme la porte. Il m'exprime son mécontentement d'une manière plus ou moins violente, mais il part tout de même s'asseoir sur la table. Et cette fois, il prend la tablette, il en allume une seconde qu'il place en face de celle qu'il utilise déjà. Il lance une application qui s'appelle, et je vais l'écrire dans le chat, Tom le chat. Alors, Tom le chat, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui ressemble à ce que dans les années 90, on avait, qui s'appelle les Tamagotchi. Donc, vous avez en fait un petit avatar numérique, ici, qui est un chat, qui s'appelle Tom, et vous devez en prendre soin ou pas. Donc, vous pouvez le nourrir, le doucher, le caresser, le faire dormir, mais également le frapper, lui tirer les pattes, lui tirer la queue ou des choses comme ça, et l'avatar va réagir en fonction de ce que vous lui faites. Vous allez pouvoir jouer avec lui et faire plein de choses. Un truc assez fort dans Tom le chat, surtout, c'est que Tom est connecté au micro de la tablette et que tout ce que vous dites va être répété par le chat, mais avec en fait un pitch plus élevé de votre voix. Donc en fait, ça va répéter exactement ce que vous dites, mais en modifiant le son de votre voix et en faisant avec un bruit plus élevé.
Il place alors sur sa première tablette le chat dans la salle de bain et il répète en boucle en fait le même cycle avec les deux tablettes. Donc tout d'abord, il pousse un cri. Il démarre l'enregistrement de la vidéo depuis la deuxième tablette, juste après avoir crié. La capture vidéo commence et à ce moment-là, le chat qui est sur l'autre tablette répète son cri. Chang tire la chasse d'eau présente dans les toilettes du décor, il actionne la douche, l'eau coule, la douche dans l'application, hein. Et donc l'eau coule sur le chat, sur le sol, et ensuite il frappe la tablette, et donc la tablette tombe à l'horizontale, et il fait de bruit dans sa bouche, puis il coupe l'enregistrement vidéo. Il regarde la vidéo, puis la supprime, et recommence. Et donc, là, on est dans un usage en fait répétitif des mondes numériques qui finalement va avoir aussi une fonction structurante pour l'enfant. L'enfant maîtrise un certain contenu, arrive à faire ce qu'il veut et finalement, il va pouvoir avoir une certaine constance des événements produits et regardés. Et donc, le but, c'est aussi de prendre en compte cette répétition d'actions numériques dans un schéma bien précis, de la mettre en place en fait dans un partage d'expérience interne de l'enfant TSA au thérapeute, et donc nous, thérapeutes, d'essayer de mettre des mots sur ces images, de partager nos propres émotions, d'essayer d'articuler en fait en termes signifiants finalement ce que l'enfant donne à voir depuis ce qu'il fait dans les objets, via les objets numériques qu'il contrôle. Moi, j'essaye de créer un lien avec Chang, j'essaie un peu de mettre des mots sur ce qu'il me donne à voir. Et donc, on est tous les deux regards dirigés vers l'écran. Donc, cette espèce de co-attention que certains auteurs, dont Benoît Virol, que j'ai cité tout à l'heure, appellent la co-immersion. Donc, on est situés tous les deux et on est tous les deux immergés dans l'univers numérique. Et en fait, j'essaie de parler un petit peu. Je lui dis justement que j'ai vraiment l'impression des fois que toute cette eau qui coule, ça me fait penser un peu à lui-même qui, lorsqu'il est très angoissé, j'ai l'impression qu'il coule un peu par terre, voilà, et que tout s'écroule un peu comme si tout disparaissait. Et je ne sais pas si c'est en lien avec ce que j'ai dit, peut-être au fait que je l'ai aussi laissé que je ne l'interromps pas dans son script d'action ritualisée, que j'ai fait preuve d'un intérêt pour ce qu'il me donnait à voir, mais en tout cas, là, à ce moment-là, il m'a fixé intensément dans les yeux pour la toute première fois. Il ne supprime pas sa vidéo. Au contraire, il la relance au ralenti et me la montre à plusieurs reprises. Là, je me dis, j'ai peut-être commencé à créer un lien avec lui. Donc, je prends moi-même une deuxième tablette et je lance la même application Tom le chat. Et j'imite ce qu'il fait. Je fais exactement la même chose que lui, sans me filmer par contre. Il tend la main vers ma tablette, comme pour me la prendre des mains. Et donc, je lui dis, bah non, là, j'aimerais bien que tu me la laisses. Celle-là, tu en as déjà deux. Moi, j'en ai qu'une seule. Voilà. Et puis, en plus, alors c'est vrai, tu as remarqué, je suis en train d'imiter ce que tu fais avec la tablette. Je fais un peu la même chose que toi. Il prend sa tablette, il quitte l'application et il lance une autre application, donc l'application Bloc-Notes. Et pour la première fois, il écrit quelque chose. Moi, je ne savais pas qu'il savait écrire et il m'écrit copyright. Alors, je le regarde et je lui dis, je ne savais pas que tu savais écrire. Est-ce que ce message m'est adressé? Et alors, il saute une ligne dans le bloc-notes et il me marque All rights reserved. Et donc, en effet, je comprends bien que je l'imitais et que je lui dis, il y a bien une différence entre toi et moi. Tu as raison, tu me l'as bien fait remarquer. C'était l'heure d'arrêter la séance à ce moment-là en plus. Donc, et là, il me regarde. Il relance l'application, il rejoue une dernière fois son cycle d'action, mais cette fois, il ne se filme pas. Il éteint la tablette et il quitte tranquillement la pièce sans aucun souci, sans aucune frustration. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup intéressé ça parce que ça m'a fait penser un peu à ce que dit Jacqueline Nadel. Donc, je l'écris aussi. À ce que dit Jacqueline Nadel, elle dit que dans toute situation d'imitation, il faut penser les deux facettes, imiter et être imité. Donc, ce qui permet de penser l'imitation synchrone comme une forme de communication. Et en fait, Chang nous a montré ici qu'il était possible de reconnaître qu'il était imité par son thérapeute, ce qu'il a d'ailleurs pu faire remarquer par le texte qu'il m'a adressé avec son fameux copyright. Et en fait, on l'a vu avec les travaux qui ont pu être faits sur la question de l'imitation, les enfants autistes manifestent davantage de réponses sociales lorsqu'ils sont imités. Donc, comprenons en fait les imitations d'autres comme une émission sociale. L'imitation, mais aussi la prise en compte de l'imitation exercée par autrui, coordonne plusieurs processus qui concourent à la mise en place d'une compréhension de l'autre comme sujet intentionnel. Et donc, en témoignant de la différence qu'il pouvait percevoir entre lui et moi par l'écriture de ce copyright, Chang a pu à la fois montrer une volonté d'individuation, mais surtout une amorce de construction de lien à l'autre et d'anticipation sociale.
Mon imitation du processus d'action que Chang effectue sur la tablette a pu nous permettre d'entrer en lien tous les deux. La phrase qu'il m'a écrite nous a permis de faire entrer des mots dans cette relation. Même si cette phrase était copiée d'un générique de dessin animé qu'il avait l'habitude de voir, le sens que j'ai donné à ces mots à ce moment-là lui a fait entendre que ces expériences internes lui étaient bien personnelles et que même si je ne les éprouvais pas moi-même, il nous était possible de communiquer autour. Et donc, Chang, il a continué l'atelier tablette numérique, je l'ai même eu plus tard en robot, pendant quelques années. Et en fait, de semaine en semaine, le contact s'est mis en place. On a commencé à se regarder, à échanger, on a commencé à parler. Et il continuait en fait à se filmer dans certaines situations, mais il me demandait petit à petit de participer aux vidéos, donc d'être avec lui dedans, de le rattraper aussi pendant qu'il tombait. Il nous demandait souvent ça. Ou alors de se filmer tous les deux en train de chantonner des génériques de dessins animés. La communication facilitée par l'utilisation des tablettes numériques sur lesquelles nous écrivions chacun des phrases adressées à l'autre, les siennes tirées de dessins animés, les miennes tentant de mettre du sens sur ce que je pouvais observer chez lui. Et donc, moi, l'intérêt pour moi, c'est vraiment de montrer de ce côté-là, en fait, qu'avec les tablettes numériques, on va pouvoir faire un lien entre la question du sensorimoteur et la question de la symbolisation visuelle, donc par le Tisserand, qui permet en fait de réaliser un prolongement graphique de certaines impulsions motrices qui correspondent en fait à la mise en forme corporelle de certaines situations émotionnelles. Et donc, les tablettes tactiles vont servir un peu comme pour les jeux vidéo, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais pour ceux qui ont trop de difficultés pour le contrôle en fait de l'outil, vont pouvoir en fait se servir d'un outil numérique sans être bloqués par l'altération des fonctions exécutives qui vont être demandées en fait dans la pratique des jeux vidéo. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de travailler à la fois sur la question de la co-immersion, dont je parlais tout à l'heure, donc cette attention conjointe où on est là ensemble l'un et l'autre, et à la fois, en fait, se servir des outils numériques comme à la fois un espace rassurant parce qu'on a un objet qui va cadrer l'information de manière assez centrée, qui permet en fait d'éviter toutes les excitations ou le trop-plein d'informations qui va être dans le périphérique. Donc, on peut se centrer sur l'écran et en fait se servir de cet outil-là pour pouvoir petit à petit en fait créer du lien et créer de la relation. Il y a un cas que j'avais beaucoup aimé, dont je ne parlerai pas ce soir par manque de temps, mais qui en fait est le cas d'un jeune de l'hôpital de jour qu'on a encore aujourd'hui, qui en fait a commencé de plus en plus à communiquer avec moi par l'utilisation d'une tablette et plus tard en fait par l'utilisation d'un robot. Et ça, c'est très fort en fait, c'est le fait que bien évidemment, on peut se servir de l'écran pour couper à la relation. On peut se servir de l'écran en fait pour chercher à mettre fin à justement fuir le regard de l'autre et tout ça. Et c'est ce qu'on voit beaucoup chez pas mal de jeunes qu'on reçoit en cabinet, pas forcément des jeunes autistes, mais des jeunes qui sont dans une fuite dans les jeux vidéo parce que ça leur permet de couper un peu avec l'environnement direct. On l'a vu pendant le confinement, hein. Les gens qui ont été confinés en famille dans le premier confinement de 2020 peuvent le dire. C'était très difficile pour les ados d'être confinés avec leurs parents. C'était très difficile pour les parents d'être confinés avec leurs ados. Et du coup, il y en a pas mal qui se sont servis aussi des écrans pour fuir un peu cette relation trop envahissante. Mais les écrans peuvent aussi servir à autre chose. Ils peuvent servir en fait à justement créer du lien. Le but, c'est de se dire que si l'écran fait écran à la relation, ça ne marchera pas. Si l'écran est utilisé dans le cadre du partage, alors ça devient un outil de médiation thérapeutique pertinent parce qu'il permet en fait de se servir d'un outil qui intéresse le jeune, qu'il maîtrise, pour pouvoir en fait créer du lien avec le thérapeute qui sera à côté de lui. Et c'est ça en fait le point qui m'intéresse, c'est que, encore une fois, je le disais au début, considérer que les applications en elles-mêmes sont thérapeutiques, c'est effacer la place que le thérapeute occupe. C'est considérer que c'est l'application en elle-même qui va être utile pour l'enfant. Alors que non, ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est justement la relation transférentielle, la relation qu'il va y avoir avec le thérapeute, et donc se servir de l'outil comme un outil qui va faire médiation. C'est un peu la même chose avec la robotique. Donc, j'en ai pas parlé ce soir, mais on le voit de plus en plus. Les robots peuvent être très bien utilisés comme facilitateurs de la rencontre intersubjective. Ils sont rassurants, ils occupent un espace, mais en même temps, ils ont un visage fixe, ils ont une voix monocorde qui est robotisée ou des choses comme ça. Et en fait, se servir de ces outils pour effacer l'humain, ça ne sert à rien. Se servir de ces outils pour permettre la rencontre avec l'humain, au contraire, ça va être intéressant. Et moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que dans certaines prises en charge des enfants autistes, j'ai vu certains cas de thérapie ABA où on se retrouvait avec des psys
qui cherchaient à faire taire leurs émotions et à se comporter comme des robots eux-mêmes. Et ça, c'est problématique parce que pour moi, en fait, l'objectif, c'est justement d'être humain avec les enfants et de leur donner en fait cette envie de se rapprocher de l'humain. Et les outils technologiques permettent justement d'accepter petit à petit la présence humaine du thérapeute en passant par un objet tiers, non humain, qui justement va permettre en fait de casser un peu toute cette intensité que peut avoir la relation humaine directe. Et c'est ça en fait pour moi l'objectif un peu de ces prises en charge numériques. Alors du coup, je me rends compte qu'il est déjà 22h25, je ne vais pas du tout avoir le temps de faire ma dernière partie, c'est dommage, mais je voulais vous parler d'une expérience qu'on fait, je vais en parler très très vite, mais voilà, en 2 minutes. Actuellement, en fait, on est en train de faire une expérience avec le CNRS, avec le Danemark, sur l'usage de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans la prise en charge de l'autisme. Donc avec des casques, cette fois, qu'on met sur la tête. La réalité virtuelle, vous savez, c'est le fameux casque qui vous place directement dans un autre univers entièrement numérique. La réalité augmentée, au contraire, en fait, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, mais vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, mais on va rajouter des éléments numériques par-dessus. Et en fait, nous, ce qui nous a intéressé pour l'instant avec cette expérience, on est en train d'écrire dessus, on n'a pas fini l'analyse de nos vidéos, c'est que les enfants qui sont passés en fait par là vont d'abord en fait passer par une expérience assez interne, donc profiter en fait de ce qu'ils découvrent avec les objets numériques, les outils numériques et tout ça, et petit à petit faire du lien avec l'adulte, jouant avec lui, lui proposant d'essayer, lui proposant de découvrir avec lui en fait tout ce qui se passe, et donc vraiment se sert de l'outil numérique dans le processus de la relation. Donc voilà ce qui moi m'intéresse beaucoup actuellement, c'est ça en fait, c'est comment se servir des outils numériques pour créer du lien. Et là, l'objectif de mon intervention de ce soir, c'était de vous montrer que c'est possible, c'est envisageable et c'est fortement conseillé. Voilà.